Je suis un peu donc presque un peu la naïve dans ce panel. Je suis donc Marianne Fontenier. J'ai la grande chance et le bonheur en fait d'être dans des commissions pour sélectionner des projets, comme ici donc sélectionner donc les artistes en résidence, mais j'ai assisté aussi donc à la commission de Région Centre. Et puis il se trouve que je suis aussi pédagogue. En fait, j'ai vécu 24 ans dans une école, Supinfocom, que j'ai créée. Et c'est la naissance d'auteurs, de réalisateurs. On leur donne déjà à l'école la chance de faire un premier film. Et ils ont souvent dans leur carton des projets. Et ils se demandent comment faire. Ils vont dans des festivals, ils assistent aussi à des rencontres comme aujourd'hui. Et il faudrait donc faire le lien entre nous tous pour avoir une meilleure compréhension de toutes les possibilités. Et ce qui nous anime et ce qui nous passionne, en finale, c'est d'avoir des films d'animation en germe lors de commissions et puis de voir les projets se réaliser. Alors, il y a différentes manières, c'est effectivement, on l'a expliqué dans les dossiers, ça peut être l'écriture, mais c'est aussi les visuels, c'est le son, c'est donc des tas de choses qui nous projettent dans des ambiances, dans des univers qu'on a envie finalement de partager. Parce que le grand rendez-vous, ça sera la première projection de ce film, en salle ou en télévision. Alors je voulais citer donc un artiste ici donc en résidence, Nicolas Brault, canadien, qui disait que l'écriture d'un projet est une étape fragile, effectivement ô combien fragile. C'est à ce moment que l'on s'emploie à faire sens avec les images et les mots qui nous habitent. Donc effectivement, les choses se posent et de quelle manière. Alors je vais passer tout de suite la parole à Alice qui va se présenter. Enfin, elle s'est présentée tout à l'heure, je pense que tout le monde était là, parce qu'elle est assez en amont du processus. Elle reçoit les dossiers très en amont. Bonjour, oui, tout à l'heure je parlais au nom du centre, maintenant sur vraiment plus précisément le dispositif dont je m'occupe. Je suis donc en charge de ce qui s'appelle le Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle, qui est un des dispositifs parmi les plus récents créés au CNC, puisqu'il a été créé fin 2005. Alors soyons honnêtes, c'est un dispositif qui a été créé d'abord pour des raisons politiques qui de fait touchaient, alors je vais éviter d'employer le mot genre puisqu'il ne le faut pas, mais en tout cas la technique live, puisque le fonds dont je m'occupe à la base soutient en fait à l'écriture et au développement des œuvres d'abord à destination de la télévision, et donc majoritairement des unitaires, des séries. On a saisi le micro. C'est ça. Ça marche plus. Ça marche, mais il y a le stéréo. C'est mieux comme ça. Non. Donc c'est simplement pour vous dire que voilà, ce fonds à la base a été créé pour la fiction qui en 2005 rencontrait un certain nombre de problématiques de renouvellement comme aujourd'hui, mais enfin en tout cas beaucoup en 2005 parce qu'on arrivait en gros à la fin d'un cycle qui avait fait les grandes heures de la télévision, qui étaient les séries récurrentes, Joséphine Ange Gardien et compagnie, et qui d'un coup ne faisaient plus recette. Et donc on s'est interrogé sur l'opportunité de créer un fonds qui puisse donner et un peu de liberté et un peu d'argent à finalement le premier maillon de toute cette chaîne de création, à savoir les auteurs, et donc à essayer de leur donner les moyens de faire ça. On a évidemment, nous, au CNC, milité pour que ce fonds soit également ouvert à l'animation et au documentaire, mais ça n'était pas le cas au début. C'est simplement, pourquoi ce préambule qui peut vous sembler un peu hors de propos, simplement pour vous ramener l'historique un peu du mot innovation dans l'intitulé Fonds d'aide à l'innovation. Il s'agissait d'abord de trouver des modèles pour remplacer les modèles classiques qui avaient préexisté pendant des années. Donc moi, la façon dont j'appréhende un peu les choses, c'est certainement pas une innovation technique par exemple. Hein. Donc je vous parlerai vraiment essentiellement d'un contenu artistique plus basique. Donc simplement, ce dispositif a été créé. En ce qui concerne l'animation, il a d'abord, donc comme je vous l'ai expliqué, concerné uniquement des œuvres à destination de la télévision. Donc des séries et quelques rares unitaires qu'on dit spéciaux, tellement ils sont peu nombreux, ça m'a toujours amusé comme terminologie.
En 2009, nous avons ouvert ce dispositif d'aide à l'écriture et au développement au court-métrage. C'est sans doute ce qui fonde ma petite légitimité à cette table ronde. Encore une fois, je voudrais l'amender. C'est un genre qu'on pratique à la marge dans ces aides à l'écriture, mais en tout cas, on reçoit des projets de court-métrage, et je dois le dire, de plus en plus. Et donc, on appréhende aussi différemment l'écriture pour ce format-là, aussi au regard d'une expérience qu'on a par rapport à l'écriture, de davantage des formats télévisés. Donc en tout cas, je me limiterai, puisque l'intitulé de la table ronde est plutôt sur l'écriture court-métrage et long-métrage. Moi-même, j'ai assez peu de compétences sur l'écriture de long-métrage, puisque j'en vois peu passer au sein du dispositif dont je m'occupe. Je parlerai donc essentiellement de court-métrage. Mais ce qui est intéressant, en tout cas dans ce dispositif, c'est qu'il intervient vraiment en amont du processus de développement, c'est-à-dire que moi, les personnes qui viennent voir, ce sont des auteurs qui n'ont a priori pas de producteurs, et qui sont vraiment au tout démarrage de leur projet. Tu parlais à ce moment-là de promesses. Exactement. Alors, je ne sais pas s'il faut que je continue là-dessus ou si on continue le tour de présentation. Non, tu peux pas. Donc effectivement, parce qu'il s'agit d'un stade très très en amont, ce qu'il s'agit d'abord de mettre en œuvre dans un dossier, c'est une promesse, mais forcément le projet n'est pas encore écrit, puisqu'ils viennent pour une aide à l'écriture. Donc on se retrouve, en tout cas les auteurs, dans cette espèce de dilemme toujours compliqué, qui consiste à expliquer un projet tel qu'il sera, alors même qu'on vient de démarcher pour avoir les moyens de le faire. Donc ça, c'est en général un vrai casse-tête, et je crois que c'est en tout cas une des questions aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse, encore une fois, unique là-dessus, et je me garderai bien en entrée d'en faire une. Mais il est évident qu'en tout cas, les projets qui vont être examinés chez nous ne peuvent pas avoir été totalement écrits. Ils sont au stade où on pose les jalons de quelque chose, on a une idée, on la formalise, sur le plan évidemment des mots, mais aussi de l'image, et ça j'y reviendrai, c'est essentiel, on est en animation, y compris à un stade très très en amont, où parfois, soit les auteurs ne sont pas la même personne, soit le sont, mais on va attendre en tout cas des jalons posés et sur le plan du scénario et sur le plan de l'image. Voilà, ensuite on intervient dans différentes phases, y compris jusqu'au développement, où ce sont les producteurs qui viennent nous voir, et donc peu à peu on accompagne et on voit ces écritures justement se solidifier, se modifier au fur et à mesure. Donc on a en plus un suivi un petit peu des choses qu'on a pu éventuellement aider. Voilà. Tu interviendras donc tout à l'heure, parce que tu parlais fortement tout à l'heure des visuels. Donc là, je voudrais passer la parole à Pierre-Luc Grandjean, donc auteur, réalisateur, donc déjà qui a une filmographie importante. Tu as déposé donc nombre de dossiers à différents endroits. Tu as été ici en résidence à Fontevraud, ce qui a permis aussi de travailler une écriture, j'imagine. Peux-tu nous faire part un peu de tes aventures et de ce que tu ressens par rapport à déposer un dossier? Alors, oui, et en plus j'ai une autre casquette, c'est juste que je fais aussi partie du comité de sélection des résidents, enfin depuis, après ma résidence ici, du coup on m'a demandé, Xavier m'a demandé de participer à ce comité. Ce qui est aussi pour moi super intéressant, parce que je me rends compte aussi comment on se retrouve de l'autre côté, du coup, quand on est face à une grosse de dossiers et voir tous les dossiers. Et j'apprends énormément sur mes propres dossiers en voyant les dossiers des autres aussi. Premier truc, si on rentre un peu dans le détail, pour moi, on parle d'animation, et c'est vrai que très vite, l'animation est liée à l'image, et du coup on a besoin dans un dossier d'image, donc c'est un peu la base. En tout cas, j'essaie, moi, dans mes dossiers, de mettre beaucoup d'images, que ce soit aéré, et j'aime, quand je lis un dossier, avoir des images. Mais c'est pas ça le plus important, c'est quand même ressentir l'envie qu'a le réalisateur de faire son film, qui pour moi est le plus important. Moi, je sais que je marche comme ça dans mon travail, mes films naissent d'envie que je sens grandir en moi, et il y a un moment où il faut que je fasse un film. Donc c'est ce que j'ai envie aussi de ressentir quand je lis un dossier. Peu importe la technique, peu importe si c'est expérimental, si c'est narratif ou pas, mais j'ai besoin dans un dossier de sentir cette vie
Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je pourrais peut-être préciser des choses au fur et à mesure de notre discussion, mais... Alors, juste encore une petite question, et après tu reviendras sur certains moments. Est-ce que pour toi, le fait de passer par cet exercice un peu obligé de déposer un dossier pour avoir des aides, finalement, est-ce que ça te fait avancer dans ton processus d'écriture, ou c'est simplement, est-ce que tu sens quand tu écris le dossier, que tu le réécris, est-ce que ça t'apporte? Alors oui, moi quand j'écris, alors mes histoires sont, enfin mes films sont très narratifs, voilà, je suis très lié à l'histoire. Je sais rarement pourquoi j'écris une histoire. Et c'est vrai qu'écrire un dossier, écrire une note d'intention me permet de réfléchir là-dessus. Enfin, tous mes premiers courts-métrages, en tout cas, je les ai écrits sans écrire le scénario. J'écrivais, je reviens à la discussion qu'on a tout à l'heure, ça a été évoqué. J'écrivais en faisant un storyboard directement. D'où voilà, l'importance de l'image dans ce cas-là. Et c'est vrai que du coup, faire un dossier, on nous demande un scénario écrit, donc je me collais à cet exercice obligatoire qui pour moi n'est pas inintéressant. J'ai toujours aimé écrire des histoires de toute façon. Mais la note d'intention en particulier me permettait vraiment de réfléchir sur le pourquoi est-ce que je fais ce film. Et ça, pour moi, c'était vachement intéressant. Je ne me serais peut-être jamais posé ces questions-là si on ne me demandait pas un dossier pour... Donc oui, moi je trouvais... j'ai plutôt pris ça de manière positive, ces dossiers, parce que... Et voilà, ils permettent de s'interroger sur son travail, et ça, c'est plutôt agréable, en fait. Donc, je vais passer la parole à Ron. Donc... Aaron, qui est producteur, et finalement c'est le tandem avec le réalisateur. Alors, peux-tu nous parler déjà de ton métier de producteur par rapport, et puis à ces rencontres, ces échanges avec les réalisateurs, et puis au dépôt de dossier? Bonjour. Effectivement, comment dire, quand je reçois un projet, c'est pas que le projet qui m'intéresse évidemment, c'est également la personnalité de l'auteur, c'est le texte, c'est les images, et comme on en parlait justement tout à l'heure, moi je trouve qu'en animation, contrairement au live, le réalisateur a beaucoup de casquettes, souvent trop, c'est-à-dire qu'il est à la fois donc scénariste, il est également réalisateur, également chef opérateur, puisqu'il connaît son image, et il vend souvent son projet à partir des images, un peu comme un chef opérateur vend ses photos. Et Pascal me faisait remarquer justement qu'il est également monteur, puisqu'il fait le storyboard et l'animatique, donc ça fait souvent beaucoup de casquettes pour une seule personne. Et moi je trouve que le travail d'un producteur, c'est d'arriver à, d'une part, ne pas dénaturer évidemment le désir de l'auteur, mais essayer de l'orienter le plus possible, parce que généralement si on fait quelque chose, si on produit quelque chose, si on réalise quelque chose, c'est qu'on a envie aussi de le partager, c'est pas un journal intime qu'on fait. Et donc, je considère moi que mon travail, c'est un travail de lien entre le réalisateur et le public. Donc tout mon travail, à mes yeux, va consister à rendre intelligible ce que veut faire l'auteur sans le dénaturer. Donc c'est évidemment une position qui est un peu compliquée, parce que c'est pas toujours facile pour l'auteur, c'est pas toujours facile non plus pour moi, parce que j'ai pas la légitimité d'être le public non plus, ni d'être le... Mais je pense que la notion un peu d'être passeur, d'avoir ce regard extérieur est super importante au niveau de la production. Après, on a d'autres axes de travail, comme par exemple être un filtre pour les télévisions, être un filtre pour les régions, être un filtre pour les festivals. Donc on a une exigence, parce que vous savez que il y a à peu près 650 films de court-métrage qui ont leur visa par an. Donc arriver à sortir du lot rien qu'en France avec 650 films par an, c'est super difficile. Donc il faut évidemment un niveau d'exigence quand même pour le réalisateur, pour le scénariste réalisateur, et pour la production, de manière à filtrer un peu pour les différents partenaires, que ce soit en amont de la réalisation du film, ou que ce soit en aval au niveau des festivals. Donc c'est un peu comme ça que je dirais, je situerai mon travail.
Et une fois que tu as établi donc ce contact avec un réalisateur, je sais pas, qui va devenir réalisateur peut-être, est-ce que après cet accompagnement, lorsque vous avez eu un premier film fait ensemble, est-ce que tu as tendance à travailler avec lui, à le suivre? Comment ça se passe? Et est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de success story, et parce que c'est toujours instructif, de choses qui n'auraient pas marché? Après, donc oui, c'est pas un mariage non plus, je dirais que c'est un chemin ensemble, et ce chemin doit, d'un point de départ vers un point d'arrivée, évidemment, augmenter la confiance, la relation entre le producteur et le réalisateur. Ça ne marche pas toujours, évidemment, parce que c'est des histoires chaque fois qui sont différentes, mais je trouve en tout cas qu'en animation, c'est plus simple de travailler avec des réalisateurs d'animation qu'avec des réalisateurs en live. Probablement parce qu'en live, tout est très condensé dans le temps, donc c'est une énergie très très forte, très violente. Le réalisateur a beaucoup de travail à faire pendant la réalisation de son film. Alors qu'avec le réalisateur d'animation, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'écoute. On n'est pas un jour près dans le travail, évidemment. Donc ça permet quand même de se remettre en question chacun. Alors j'ai un exemple évidemment de remise en question qui saute aux yeux, c'est le cas de Madagascar, Carnet de voyage. Madagascar, c'est un film que j'ai voulu faire sur un coup de tête. C'est-à-dire, en 2 mots, je produisais un film d'un ancien élève d'Émile Cole, et j'avais une stagiaire de Supinfocom, d'origine malgache, et donc en discutant, je lui avais dit que moi, c'était un de mes fantasmes de partir à Madagascar. Et elle me dit, écoute, justement, moi j'ai un copain de promotion qui va partir à Madagascar dans 2 jours pour faire un journal animé. Et je lui ai dit, je veux le produire. Je ne savais pas qui c'était, je ne connaissais pas le projet. Et donc ça a été vraiment, je voulais, comme ça. J'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. Et donc je le rencontre, et alors il était un peu tendu. Alors je sais pas si c'était parce que tout d'un coup il était face à un producteur et que c'était pas prévu, ou c'est parce qu'à cause des vaccins qu'il avait pris juste avant, je sais pas. Mais il était un peu réticent, un peu prudent. Il a toujours été comme ça. Hein, bon, bah alors ça va. Et donc il est parti, et on a échangé en fait à distance par internet, et je peux vous dire qu'avec avec Madagascar, les connexions internet n'étaient pas super à l'époque, et je trouvais ça super beau, mais en fait j'arrivais pas à vendre le projet, à trouver de l'argent pour le financer. J'en ai trouvé très très peu. Beaucoup de gens me disaient mais non, il n'y a pas d'histoire. Pas d'histoire, c'est des jolies images, mais il n'y a pas d'histoire, etc. Et c'est vrai, pendant toute la fabrication, j'étais là, je me disais, mais il n'y a pas d'histoire, il faut trouver une histoire. Alors j'essayais de l'aider, et il me disait, mais je ne peux pas raconter une histoire, c'est un carnet de voyage. Ce que j'ai vécu, c'est, j'avais quelques éléments d'histoire, mais ça ne constituait pas une vraie histoire avec un nœud dramatique super intensif, etc. Et donc j'étais un peu dépité, un peu embêté, et je me battais pour trouver les financements de ce film en me disant, bon, bah, tant pis, j'aurai des belles images, je pourrais toujours faire des cartes postales. Et puis voilà. Et en fait, il y a une alchimie qui s'est créée qui a fait qu'il n'y avait pas non plus justement d'histoire au final très très forte à l'intérieur de ce projet. C'était un voyage, c'était le cas de le dire. On voit ce film et on est transporté par les différentes techniques, par les sons, par plein de choses. Et j'étais obligé de lui dire après, effectivement, que je m'étais un peu trompé en le poussant un peu dans des retranchements, en l'obligeant à faire une histoire, alors qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'histoire. Voilà, il avait créé un peu quelque chose de nouveau, et ça m'avait moi-même déstabilisé. Donc c'est pour ça qu'être passeur entre, je dirais, le public et le réalisateur, ça dépend aussi après des réalisateurs, chaque cas de figure est très différent, et dans ce cas de figure, il n'y avait pas besoin de ressasser vraiment une histoire pour donner un fond narratif très très fort. Pascal, tu peux peut-être intervenir donc pour parler un peu de tes expériences, bon, à la fois en tant que pré-achat, achat de films, mais aussi l'expérience à Annecy, en fait, où là, tu participes en fait au concours de projet. Donc là, c'est très en amont, c'est donc deux choses différentes. Et comment vous avez fait, tu m'as expliqué tout à l'heure au déjeuner, comment vous travaillez effectivement pour Annecy maintenant? Avant
parler spécifiquement d'Annecy, je vais parler de la façon dont nous arrivent les projets, parce que autant sur les films de fiction, enfin l'image réelle, c'est assez classique ce qu'on reçoit comme type de projet, autant pour le cinéma d'animation, on reçoit vraiment des projets absolument sous toutes les formes. Les premières formes qu'on reçoit, c'est par exemple les films d'école de la Poudrière. On fait un travail avec Hélène Bessière qui est dans la salle. On fait un travail aussi de pédagogie envers les élèves, c'est-à-dire qu'on va à l'école de la Poudrière pour rencontrer les élèves avant qu'ils n'écrivent leur scénario. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, en recevant les scénarios parce qu'on fait des préachats tous les ans pour cette école, Arte et Canal, et on s'est rendu compte qu'en recevant les scénarios, souvent ils étaient extrêmement compliqués à lire, et on ne comprenait des fois rien du tout, et des fois c'était plein de détails, et on ne savait pas ce que vraiment ils voulaient raconter. Donc on a rajouté une élève, on a rajouté une étape pédagogique qui était qu'on se déplace à Valence et on va rencontrer les élèves avant qu'ils écrivent leur scénario. Ils nous racontent ce qu'ils veulent faire, on leur pose des questions, on les pousse aussi un petit peu dans leur retranchement et après la suite de ces rencontres, ils écrivent véritablement le film. Et là on le lit, et ça devient vachement intéressant pour nous et même pour eux. D'abord, Hélène, si tu peux en parler, c'est une étape qui est vraiment intéressante. Quand on est à Annecy, pareil, on est sur un concours de projets international. Donc là aussi, on reçoit des projets qu'il n'y a pas encore de producteurs. Donc là aussi, c'est des projets complètement à imaginer. Parce que justement, il n'y a pas eu cette rencontre, donc souvent ça part, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'animation, qui va d'un seul coup se mettre à écrire une histoire, enfin on a à peu près tous les cas de figure. C'est aussi assez compliqué à repérer, à détecter. On a fait ce travail beaucoup avec Polimage. Et pour la résidence, on l'a fait aussi en solo avec Brigitte pour repérer les projets sans producteur. C'est pas toujours facile après à assumer parce que le producteur ne vient pas toujours. Et des fois, il y a des projets comme ça qui tombent à l'eau parce que le réalisateur part en vrille tout seul et qu'on ne peut plus le rattraper, et qu'on est aussi une chaîne de télévision, on n'est pas non plus des producteurs. Donc des fois, à ce niveau-là, on nous demande de se positionner alors qu'on n'est pas, c'est pas tout à fait notre métier. Non pas qu'on n'aime pas ce métier-là, mais on n'a pas souvent le temps et la disponibilité pour le faire. Et même la relation qu'on peut avoir avec le producteur, avec le réalisateur, ça nous demande beaucoup d'investissement. Et puis on reçoit aussi des projets, voilà, un producteur qui vient avec le nouveau projet de Bastien, ou ton dernier projet, où là, je confirme, ça se lit super bien, ces films, c'est un vrai plaisir, regardez ces projets, c'est assez irrésistible comme ils sont présentés. On sent qu'il y a eu beaucoup d'étapes de travail avant, parce que c'est vraiment d'une visibilité... ou quand on reçoit un court-métrage de Batarobier, où ils nous disent juste, ça se lit comme un Lucky Luke. Alors là, tu te dis, super, quoi, j'ai tapé un Lucky Luke, c'est super d'avoir des projets comme ça, quoi. Donc, pour nous, sur le champ de l'animation, c'est vraiment les dossiers les plus compliqués. Les dossiers les plus compliqués à lire, parce qu'ils arrivent à plein d'étapes différentes. Des fois, par exemple, quand on a fait le laboratoire d'image pendant 3 ans avec Superfocom, avec d'autres écoles qui se sont mis après, comme l'MK, on travaillait directement plutôt avec des artistes, des illustrateurs qui n'avaient souvent jamais fait d'animation. Et là, on s'est retrouvés dans des configurations à la fois d'école et d'illustrateurs, où là, alors, par exemple, le scénario passait complètement après le projet global, qui était de faire un film de cette fusion, de ce groupe de travail. Donc là encore, c'était une autre configuration. Et des fois, les films n'avaient pas de scénario, hein. Non pas parce qu'il y avait autre chose derrière, mais simplement parce qu'il n'y en avait pas. Donc ça aussi, au niveau de l'animation, c'est ça qui est assez chouette, c'est qu'on peut aussi accepter ce type de film à l'arrivée. Mais c'est un vrai exercice pour nous.
vrai exercice de lire tous ces projets, de les comprendre, de voir à quelles étapes ils en sont, et puis voilà, de voir comment on peut s'investir dessus. Merci. Alors là, je voudrais peut-être passer la parole à des étudiants qui sont dans la salle, parce que finalement, vous êtes de jeunes auteurs, vous aspirez pour certains à être réalisateurs. Et comment ça se passe, par exemple, pour des étudiants de l'ENCA? Par exemple, on a vu effectivement des dossiers arriver ici à la commission donc, de demande, enfin, de résidence ici pour écrire, développer votre projet. Est-ce que vous avez un temps, là je sais qu'actuellement vous avez une période d'écriture, comment ça se passe, ou quelles sont vos envies pour déposer des projets après l'école? Donc je ne sais pas si un étudiant ou si veut prendre la parole pour dire un peu vos attentes et qu'est-ce que... Est-ce que pour vous c'est encore un mystère, comment déposer un projet? Vous savez les trouver sur Internet, qui demandent de dossiers, ça c'est assez simple, mais est-ce que vous vous sentez suffisamment éclairé pour faire cette démarche en sortant de l'école ou quelques années après? Volontaire, bravo. Excusez-moi, je suis un peu timide. Alors, oui, on a tout un processus créatif en fait, surtout en deuxième et en troisième année. En deuxième année, on va travailler sur de nombreux petits films où on n'a pas de temps, où on désapprend des fois autour de la chaîne de création d'un dessin animé. Surtout là, on rentre en troisième année, on voit que ça devient intéressant parce qu'on a des intervenants comme Serge Elissade, dont on l'a cité tout à l'heure, qui nous aident justement là, la semaine dernière, on s'est occupé de ça, à créer justement des dossiers qui peuvent être envoyés au CNC ou à des éventuels producteurs, quoi. Donc ça se fait en un an, quoi. On a différents ateliers autour de... On peut être en groupe, on peut être seul, ou peu importe. Et on choisit en fait tout simplement comment on veut faire notre film. On a quand même le problème souvent d'un budget déjà, parce qu'on a un certain budget avec l'ENCA, mais qui est limité comme j'imagine de nombreuses écoles. Donc on fait avec, après on a le choix de la technique, donc 2D, 3D, ça dépend des écoles, en tout cas nous on a le choix. Voilà, donc ça tourne autour d'ateliers, d'un intervenant qui viennent nous aider. Après c'est quand même une démarche qui est quand même soit en groupe, soit au niveau individuel, qui prend l'année, quoi. Donc on a un an pour faire un film. Et voilà, en tout cas on nous laisse vraiment notre partie pris personnelle et notre liberté, en tout cas au niveau créatif, de faire ce qu'on a envie de faire, voilà, de faire ce qu'on a envie de faire, c'est un peu bidon, mais voilà, ça se passe comme ça en tout cas à l'ENCA. Après, il y a... En fait, je reviens un petit peu sur le débat, sur le premier débat, mais c'est vrai que tout à l'heure on parlait de budget, etc. et de moyens par rapport à ce qu'on a envie de faire. On est quand même vite limité au niveau, en tout cas en tant qu'étudiant, à faire certains choix, enfin à être vraiment libre de faire un projet qui nous plairait selon la technique. Et c'est pour ça que des moments on tourne autour des mêmes choses en tant qu'étudiant. C'est vrai que là on trouve quand même pas mal d'enjeux quand on est étudiant à faire quelque chose qui se révèle original et enfin attirer en tout cas son épingle du jeu là-dedans. Voilà. Je sais pas si c'était très pertinent, mais j'ai essayé de résumer la situation, quoi. Merci. Donc j'avais assisté au jury de l'ENCA l'an passé, donc effectivement j'ai bien vu la diversité de propositions et donc de films réalisés. Et puis après on a vu dans des commissions donc d'anciens étudiants qui avaient déposé donc des projets.